Audio Jungle. Oui, mesdames et messieurs, bienvenue. Oui, la grue se lève comme tous les mouvements qui se lèvent et qui commencent par le lever du soleil. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de ce 4e mois de l'année 2018. On est très heureux d'être en votre compagnie. Toute l'équipe là-haut avec, bien sûr, Soro Félicité, Madame Bridji, à qui je fais un gros bisou, et puis tous les gens ici sur ce plateau. Bienvenue, c'est le lundi. Et le lundi, on est très heureux de lancer la semaine avec vous. Bonjour Nessie. Bonjour Marco, bonjour téléspectateurs de Matin Bonheur. Merci d'être toujours aussi nombreux devant votre petit écran pour ce rendez-vous des informations utiles et indispensables. Au sommaire, Maurice Koué, expert en promotion du secteur privé, et Kwasi Nguessan Patrice, restaurateur, seront avec nous pour parler de l'itinéraire pour créer une entreprise prospère. Ça sera bien sûr dans la thématique économie. Instant vérité sera l'affaire de Kolo Koulibaly. On l'a reçu la semaine dernière. Il sera là avec son invité du jour qui est Guillaume Bateau, secrétaire du syndicat national des professionnels de la presse ici en Côte d'Ivoire. Ils parleront du contrepoids de la presse. Il sera également question du sport avec Patrick Guité. Mais avant, on va faire un petit tour en salle de sport pour la gym. Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un super week-end. Je suis très heureux d'être en votre compagnie pour cette nouvelle semaine de gym. Je suis accompagné de Rosemary pour ce lundi où on va travailler aujourd'hui le haut du corps, principalement le biceps. Donc, si vous êtes prêts, on va partir directement pour un peu d'échauffement en mouvement. D'accord? Regardez, on joint les mains là et on fait des rotations du torse. Là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez. 1, on va chercher plus haut là. Avec la main. Allez, on passe au-dessus de la tête. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tendez bien le bras au-dessus de la tête. 8, 9 et 10. Plus bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tout droit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez chercher bien loin devant vous. 2, 3, 4, courage, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On ferme. 1, 2, 3, 4, super Rosemary. 6, 7, 8, 9, 10 encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On ouvre les bras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, super. Allez, on revient tout doucement là. On souffle un peu, on respire. Allez, on prend maintenant nos haltères. Si vous n'avez pas d'haltères, vous pouvez prendre des bouteilles remplies d'eau ou de sable mouillé. C'est très efficace. Allez, Rosemary, on prend nos haltères. Regardez. On ouvre les mains comme ça et on va refermer au niveau de l'épaule là, d'accord? On va en faire 15 ou 20 répétitions. Allez, 3, 2, 1, top, c'est parti. 1, 2, lorsque vous montez, on part 1 seconde en haut. 3, 4, super. 5, 6, bravo Rosemary. 7, 8, 9, 10, les coudes restent bien collés au corps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, vous soufflez, vous respirez un peu. Ok, on va repartir encore une dernière fois pour cet exercice.
Allez, Rosemary, ça va? Alors, chez vous aussi, j'espère que ça va. Évitez de faire ce mouvement en vous balançant, c'est-à-dire en suivant les poids. Non, c'est pas comme ça qu'il faut le faire. Il faut garder le corps bien droit, d'accord, le dos. Et puis, on laisse les bras travailler, d'accord? Allez, on repart encore pour 20. Allez, 3, 2, 1. Top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Lorsque vous remontez les bras, cherchez une contraction volontaire. Ok. 7, 8, 9, 10. Encore 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Courage. 8, 9. Dernier. Et 10. Ok. Alors, on souffle un peu et on part directement pour le dernier exercice du jour. Au lieu d'ouvrir les bras comme ça, regardez, les mains se referment juste là. Les coudes restent toujours collés au corps. Et puis on part là. Toujours en flexion et extension au niveau du bras. Allez. 3, 2, 1. Top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, courage, 8, 9, dernier. Ok, super. Alors, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Demain, on va continuer encore sur des exercices à peu près pareils où on va travailler toujours le haut du corps. Merci de nous avoir suivis. Très bonne semaine à vous. Restez sur RTI 1. Oui, merci en tout cas de nous rejoindre sur RTI 1 en ce 30 avril. C'est fini déjà hein, le mois d'avril, ça passe tellement vite. Et le meilleur mois, il est à venir, le mois de mai. N'importe quoi, le C'est mois le d'avril. meilleur mois. Le mois d'avril, c'est le meilleur mois, le mois des béliers, les béliers. Et on sait ce que les béliers ont fait pour ce monde. Hein. Les béliers font avancer les choses, ça va? Ça a été le week-end? Bah oui, parfait. Je vous ai vu tout au long de la semaine. Ça fait plaisir quand même de vous voir travailler et de se reposer, tout ça. Oui. Ça fait du bien. Alors, pour parler en tout cas de ce qui rythme l'actualité de notre pays, c'est qu'il y a beaucoup de manifestations. On sort du FEMUA, le Festival des musiques urbaines d'Anoumambo, et on entre de plein pied dans le CITA. FEMUA, CITA, ça rime en plus. Et ça rime au niveau de la ferveur aussi, très chers téléspectateurs. Donc, la 8e édition du Salon international du tourisme d'Abidjan a ouvert ses portes, vous le savez, le 27 avril dernier. Et puis cette année, le thème est le suivant, les nouvelles technologies au service du tourisme. C'est une édition qui enregistre près de 400 ou même plus de 400 exposants de 15 pays d'Afrique, d'Europe et d'Asie. C'est un véritable voyage et la Côte d'Ivoire fait bien. En tout cas, j'espère que vous avez fait un tour ou que vous allez y faire un tour parce que ça finit normalement le 1er mai, c'est ça, Nessie? Vous y êtes allé? Non, aujourd'hui. Aujourd'hui? Aujourd'hui, ok. CITA, comme si vous y étiez, avec notre spécialiste de tout ce qui est événement, Herman Niamia. C'est parti. Route de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. C'est ici que se tient le Salon international du tourisme d'Abidjan CITA. L'événement, qui est à sa 8e édition, est une importante plateforme de rencontre qui permet aux participants de promouvoir leur destination et de comprendre les évolutions du marché. C'est un lieu de rencontre, une plateforme d'échange à la fois culturel, économique et de projection sur l'avenir. C'est pour ça que le thème cette année, qui reste un thème essentiel, déjà développé dans le monde entier. Seulement, nous ne nous sommes pas appropriés ce terme de nouvelles technologies au service du tourisme. Donc, cette année, nous donnons l'occasion de dire, venez nous expliquer comment vous avez la possibilité de mettre en place des applications, comment des start-up peuvent créer de l'emploi, de l'imagination pour visiter, créer la valeur ajoutée. Ça, c'est important. Justement, pour promouvoir les TIC dans le secteur du tourisme, plusieurs exposants y sont pour présenter leurs trouvailles. Nous sommes venus à ce salon pour mettre en avance notre site en ligne, pour permettre aux clients de pouvoir organiser leur voyage sans se déplacer en toute sécurité. Réserver en ligne déjà permet de payer moins cher, permet de donner une certaine autonomie aux clients. L'innovation de notre concept, c'est qu'il s'appuie sur une plateforme tout en un, à partir d'un moteur de recherche cartographique, parce que le premier besoin exprimé du tourisme, c'est d'avoir une carte pour savoir où aller, quoi voir, quoi faire,
et quel service, comment y aller. Et tout ça est intégré dans une seule plateforme qui a un effet systémique pour donner de la visibilité à l'ensemble. À côté des innovations technologiques, il y a aussi le cacao ivoirien qui attire toujours de nombreux visiteurs. Outre la dégustation du chocolat, le maître chocolatier Paul Bassogo a présenté d'autres vertus du cacao. Là, nous sommes sur un traitement du visage. Le but du jeu, c'est de ressortir l'éclat naturel, l'éclat naturel de la personne. Nous partons d'un gommage classique, et nous faisons après une application à base de masse de cacao. Au-delà de notre village, le cacao, c'est une merveille. Nous connaissons le côté dégustation avec le chocolat, mais il y a énormément un potentiel énorme. Depuis les cheveux, tout le corps, vous avez des soins à base de cacao. Cette 8e édition, qui se tient sur un espace de 10 000 m², enregistre 400 exposants issus de plus de 15 pays africains, européens et même asiatiques. Ce rendez-vous a été initié afin de redynamiser l'industrie touristique en faisant découvrir les potentialités touristiques de la Côte d'Ivoire. Et les professionnels du secteur touristique ivoirien entendent jouer pleinement le rôle qui est le leur. Nous, on a décidé en tant que réseau, c'était de dire les nouvelles technologies pour le tourisme local. Parce que ce qu'on remarque, c'est qu'on incite les Ivoiriens à aller au Maroc, à aller en France, à aller à Barcelone, mais on n'invite pas les Ivoiriens à découvrir San Pedro, à découvrir Mans, à découvrir le parc de Comoé, à découvrir même le parc de Banco. Et ça devient un problème. On n'invite pas les Ivoiriens à découvrir Grand Bérébi. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont ici, qui savent que le cacao fait partie de notre puissance économique, mais qui ne savent même pas comment le cacao est planté. Tout ça, ce sont des choses qu'il faut découvrir. Tous les Ivoiriens sont pressés, les Abidjanais sont pressés d'aller à Sini, alors qu'on a d'autres destinations. Donc l'objectif, c'est ça. Et c'est pour ça que nous sommes ici dans ce salon, en tant que réseau. Nous voulons fédérer nos forces. Ce creuset des rencontres et d'échanges est un moment privilégié pour parler développement du tourisme dans la sous-région, mais aussi et surtout une occasion pour tisser des liens et faire des affaires. Non, voilà, je me réagis. En miniature, Marco, ce que le monsieur disait, c'est vrai hein, qu'il faut faire la promotion des destinations. Il faut aller de partout à San Pedro. C'est bien pour ce qu'il dit le monsieur. Moi, je suis d'accord. Hein. Sauf que les Ivoiriens payent des impôts pour que les infrastructures soient développées. Donc, s'il y a des routes et si au niveau local, les autorités prennent en compte certaines choses, les Ivoiriens vont aller partout, parce que les Ivoiriens aiment leur pays, n'est-ce pas? Et San Pedro, c'est très beau. Moi, le week-end, par exemple, Marco, j'étais invité à San Pedro, mais je n'ai pas pu y aller à cause de la distance. Et la côtière, l'état de la côtière, par exemple, c'est très important. Quand on dit que la route précède le développement, c'est tout ça. C'est bien beau d'inviter les gens à aller partout dans leur pays, mais il faut un minimum quand même de sécurité, surtout au niveau des routes. N'est-ce pas, Patrick? Bien entendu, je vous suis. Et bonjour. Bonjour Nessie. Vous êtes là pour nous parler de sport. Bien sûr. Ça a été très mouvementé ce week-end. Oui, très mouvementé. Et Marco qui fait son retour sera très heureux d'apprendre que la SEC a pris le meilleur encore une fois sur l'Africa Sport. Non, je n'ai pas du tout suivi. Je ne suis pas du tout suivi. Là, je tombe des nues, je suis sur notre planète. Mais avant, le No Comet, parlant d'autres planètes, No Comet, record de surf sur la plus grande vague. Ça n'a rien à voir avec la SEC, rien à voir avec Patrick Guité, rien à voir avec Nessie, mais tout à voir avec Marco en termes de fraîcheur. Regardez. Au menu aujourd'hui, donc avec Patrick Guité, on est déjà dans l'ambiance avec les vagues, tout ça, ça fait plaisir. Hein. C'est bon pour débuter la semaine. Réveillez-vous, mesdames et messieurs, parce que nous sommes là. C'est le dernier jour du mois d'avril, l'un des meilleurs mois de l'année. Il n'a rien à voir avec le mois de mai, n'est-ce pas, Nessie? Alors, Patrick Guité, Gbagui Ruth, qui est sacré avec Cheikh Cissé. Décidément, c'est la pluie de médailles. On aura d'autres choses, mais avant, le jingle. C'est parti. Vous l'avez dit, Marco, Cissé, Cheikh Salah et Gbagui Ruth en or encore une fois. C'était à la President Cup
d'Athènes, c'est en Grèce, dans la catégorie des moins de 80 kg. Cheikh Salah a profité de son allonge, de sa maîtrise et de son expérience désormais pour vaincre le grec Apostolos Telikostoglou. Il faut que je regarde un peu ma feuille pour prononcer ce nom. Telikostoglou, c'est un grec. C'était le favori de cette finale, malheureusement pour lui. Devant ses spectateurs, le grec est tombé face à Sissi. Et Cheikh Salah, sa compatriote et meilleur ami, n'a pas fait moins chez les moins de 67 kilos dans la compétition féminine de la President Cup. Ruth Gbagbi a fait chuter la Croate Matea Jelic en finale. Gage une médaille d'or, encore une fois, méritée. Il faut dire qu'ils se préparent pour les JO de 2020, c'est à Tokyo. Et ils sont sur la bonne voie pour remporter encore une fois des médailles à ces Jeux Olympiques. Ils sont vraiment sur la bonne voie et on profite de l'occasion pour les saluer. Ce sont des gens qui font honneur au drapeau orange, blanc, vert. Chaque fois qu'ils vont, minimum, c'est deuxième. Franchement. En tout cas, ils ont un podium. Ils ont un podium. Ils ont une médaille. Ils viennent toujours avec quelque chose. Et la preuve, c'est le nom de la Côte d'Ivoire, toujours, oui. qui en sort. Et ça nous fait plaisir. Ces jeunes-là sont à encourager. Il faut bâtir autour d'un pôle de développement du sport en particulier et de leur discipline, du sport en général et de leur discipine en particulier. Et il n'y a pas que ça, il y a également le rugby qui monte en puissance. Là, il y a le rugby qui monte en puissance, en tout cas au niveau de la Ligue ivoirienne de rugby. Alors, on connaît les deux finalistes du championnat. Il s'agit de TBO, Treichville, Biafra Olympique et de Rugby Club de Yopougon. Les deux formations ont décroché leur qualification le dimanche 22 avril dernier au stade du lycée classique de Cocody. Le TBO, sans forcer son talent, a battu Truc, c'est le TAR Rugby Club de Koumassi. Voilà, TAR Rugby Club de Koumassi, le Truc, sur le score de 34-15 dans la seconde demi-finale. Le duel entre Rugby Club de Yopougon et Abidjan Rugby Club a tourné à l'avantage des Verts de Yopougon à l'épreuve des tirs au but, puisqu'il y a eu 10 buts partout au terme du temps réglementaire. Et donc, au niveau des tirs au but, c'est Yopougon qui est venu à bout de l'équipe de... Bon, c'était deux équipes. L'équipe d'Abidjan Rugby Club. On vous écoute. Abidjan Rugby Club, oui. Abidjan Rugby Club. Yopougon, coaché par Sobrao Bakari, 3 tirs à 2. Et donc, Yopougon va affronter encore une fois TBO. Ils sont déjà affrontés à 4 reprises. Et c'est TBO qui l'a emporté à 3 reprises face à Yopougon. Donc, il faut que Yopougon se réveille. Il faut que la grande commune, la convivialité, celle que aime Marco, bien entendu, se réveille pour battre aujourd'hui, Treichville. Alors, on va parler maintenant handball. Handball, pas handball. Parce que c'est germanique comme base. Handball. La fédération reçoit plus d'une tonne d'équipements. Oui, la fédération ivoirienne de handball a reçu un don important de matériel sportif de la part de la délégation française du Pôle PACA. Pôle PACA, c'est Province Alpes Côte d'Azur. Je reconnais Karaboué, l'ancien gardien de l'équipe nationale. L'équipe nationale de France, champion. Daouda Karaboué, c'est ça. Champion d'Europe, champion du monde, vainqueur de la médaille d'or au JO. C'est une véritable star en France. Alors, il a accompagné le Pôle PACA du 18 au 25 avril dernier à Abidjan pour participer, on va dire, à une séance d'échange et de collaboration avec la Fédération ivoirienne de handball. Il est accompagné par M. Stéphane Vacher, qui est à votre gauche, en rouge, et qui a indiqué vouloir inviter les 4 meilleurs jeunes handballeurs ivoiriens à un camp de vacances, c'est en août prochain, au pied du Mont Blanc pour faire comme Marco. Bien entendu, on va dire que la tournée du Pôle PACA à Abidjan, puis à Daloa, fut meublée par des séances d'entraînement avec les sélections masculines, cadettes et juniors de Côte d'Ivoire. On espère que la fédération ivoirienne, dirigée par Aboubakar Karaboué, qui est juste au milieu en bleu, va en prendre de la graine. Il va certainement s'appuyer sur ce pôle-là pour développer ce handball-là ici en Côte d'Ivoire. On l'avait reçu ici à Instant Vérité. Il avait dit, il y avait une phrase qu'il a sortie qui est tenue choc. Il a dit qu'il a une caisse noire. Donc apparemment, la caisse noire sert à faire ce genre de choses. Si ça sert à faire avancer, bon. La caisse noire sert à faire avancer le handball. Il a dit, c'est pour faire avancer le handball. On espère. Je ne sais pas pourquoi le mot noir gêne, mais bon, on peut avoir une caisse noire et puis pour faire des choses blanches. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il y a 2 blancs sur la photo. Il y a 2 quoi? 2 blancs. Enfin bref. Allez, on va parler maintenant des choses qui intéressent les supporters de la SEC. Et vous deux, bien entendu. La 23e journée de Ligue 1 fut marquée par le derby à SEC
Africa. Non, c'est le derby Africa ASEC. Africa Puisque c'est l'Africa qui recevait l'ASEC. Oui, mais ça sonne bien quand le nom de l'ASEC est devant. Bon, mais c'est quand même l'Africa qui recevait. On dit toujours ASEC Africa, ASEC Africa. On n'a jamais dit Africa, ASEC Africa. ASEC C'est Africa. vrai, mais bon, L'ASEC est toujours devant. L'ASEC est toujours devant. Bon, aujourd'hui, en tout cas hier, dimanche, au stade Robert Champoux, c'est l'Africa qui recevait l'ASEC Mimosa. Et à la fin, qui était devant? Bon, comme depuis 2014, l'Africa n'a plus battu l'ASEC et ça n'a pas changé dimanche dernier lors de la 23e journée de Ligue 1, une rencontre à rebondissement, puisque l'ASEC a mené, après rejoint par l'Africa. L'Africa a mené au score, l'Africa s'est fait rejoindre et après, l'ASEC Mimosa, grâce à son attaquant Touré Ahmed, deuxième meilleur buteur de la Ligue 1, qui a 17 buts, il a réalisé un doublé, il a permis à l'ASEC Mimosa de s'imposer encore une fois face à l'Africa et de caracoler en tête de cette Ligue 1 qu'elle domine. L'ASEC est déjà championne de Côte d'Ivoire, on le savait depuis quelques journées déjà, même si l'ASEC avait perdu lors de la récente journée face au FC San Pedro 1-0. Mais ce qui n'a rien enlevé, la joie des actionnaires nombreux au stade Robert Champoux pour soutenir leur poulain. Alors, les autres résultats de cette 23e journée de Ligue 1, on a le Sporting Club de Gagnois et les Standards qui ont fait match nul 0 but partout. Le WAC et Boaké FC, qui ont fait 1 but partout. La FAD SOA 0 but partout. Moussou FC a battu l'USC Bassam sur le score de 2 buts à 1 dans le choc des côtiers. Et FC San Pedro a battu l'Azid Abengrou 2 buts à 1. La SEC est toujours leader de cette Ligue 1. Et puis fait marquant dans ce classement, puisque l'Africa descend du podium. L'Africa devient 4e après sa défaite. Et le FC San Pedro s'empare de la 3e place, synonyme de qualification pour la Coupe de la Confédération. Attention, attention à l'Africa. Il reste quelques journées, 3 journées pour se reprendre et pour arracher ce ticket qualificatif pour la Coupe d'Afrique. Des nouvelles de François Zawi? Oui, des nouvelles de François Zawi. Si les Marseillais ont pris, on va dire, le meilleur sur le jeudi dernier, sur Salzbourg en demi-finale allée de la Ligue Europa, François Zawi leur a certainement porté chance puisqu'il a été l'invité des dirigeants de l'OM. Il a assisté donc à cette demi-finale aller au stade. Il est considéré dans des championnats. Bien entendu. C'est nous seulement qui avons cette fâcheuse manie de ne pas considérer. Il a quand même évolué au haut niveau en Italie. Oui. C'était un technicien. Grand formateur en France. Grand formateur également. Mais l'info du jour, ce n'est pas sa présence c'est pas seulement sa présence au Vélodrome, c'est que Zawi serait proche de prendre la tête d'une équipe nationale africaine et sous-régionale. On l'annonce à la tête des écureuils du Bénin. Et donc, si jamais cette information est confirmée, il ne serait plus partant en tout cas, il ne serait plus sur les starting blocks pour prendre la tête des éléphants de Côte d'Ivoire. Il irait donc vers les écureuils du Bénin. C'est intéressant. C'est une information. C'est une information. Apprendre avec des pincettes ou bien apprendre avec des raquettes? Mais nous avons des informations très presque sûres. Oui, c'est ça. On attend tellement su. Maintenant, quand on lui pose des questions sur la fédération, il ne veut jamais parler. Bon, enfin bref, on continue donc l'émission pour... voilà. Et la suite se fait avec... Pendant ce temps, on n'a pas encore de coach en Côte d'Ivoire. Ça n'émeut personne. La fédération a indiqué qu'on devait attendre juin prochain pour connaître le nouveau sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire. Et parlant des éléphants de Côte d'Ivoire, ils ont été doublement endeuillé la semaine dernière puisque Henri Michel, ex-sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire de 2004, on le voit ici à l'image avec Didier Drogba de 2004 à 2006, est décédé à l'âge de 70 ans. C'était le mardi 24 avril dernier, des suites d'une longue maladie. Le technicien français avait conduit les éléphants à leur première Coupe du Monde FIFA. C'était en 2006, c'était en Allemagne. Et puis, un autre décès, lui, il est peu connu, mais il est également illustre. Bonini, Moïse s'est éteint quant à lui à l'âge de 93 ans, le 25 avril dernier. Bonini fut le premier capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire, mais aussi le premier trésorier de la Fédération ivoirienne de football, qui a affilié la FIF à la CAF en 1963. L'équipe, on souhaite nos condoléances aux différentes familles, à la grande famille du football national et international qui pleure ces deux grands hommes du football.
Merci beaucoup à vous, Patrick Guité. Patrick, que nous retrouvons toujours avec beaucoup de plaisir les lundis, nous parler de sport, on aime le taquiner. Et aujourd'hui, vous avez vu donc sa très belle veste qui montre qu'il est fashion, il est dans le sport, il est très fashion. J'essaie de faire comme vous, Patrick, non, c'est nous qui copions sur vous. Allez, dans quelques instants seulement, nous allons prendre angle avec l'info via la vista et surtout la clairvoyance de notre très cher confrère et ami Hamza Diaby, qui va nous donner un peu tout ce qui rythme l'information, l'actualité en ce dernier jour du 4e mois de l'année 2018. Vous êtes à Matin Bonheur, réalisation Soro Félicité. Je suis tout simplement Nessindri de retour et je retrouve Marcelin Govoy. On y va. Sous le patronage de M. Amadou Kone, ministre des Transports, et sous la présidence de M. Georges-Philippe Ezali, directeur général de la Sodexam, société d'exploitation de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique, en collaboration avec le Centre régional Agrimet, l'ACMAD et ses partenaires, organise l'atelier de prévision saisonnière des caractéristiques agro-hydroclimatiques de la saison des pluies pour les zones soudano-sahéliennes, du lundi 30 avril au vendredi 4 mai 2018, à Freeworld Hotel, route de Benjerville à 9h. Infoline 21 27 71 63 57 99 17 21. MTN, everywhere you go. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous suivre en ce lundi. Au lever de ce jour, un temps généralement nuageux s'observera au nord du pays avec la présence d'orages et de pluie. Les zones du sud seront quelque peu nuageuses avec de la pluie localisée en début de période et par la suite, ce temps deviendra partiellement nuageux. Le reste du pays sera partiellement nuageux. Les températures au lever de ce jour, notons 26 degrés pour Abidjan et Adiaké, 23 degrés dans la région du Gantougo, 24 degrés pour Boaké, Daloa, Dimbokro, Gagnoa et Korogo, 22 degrés pour la région du Tompi, 23 à Odiéné, 26 degrés à San Pedro, 25 pour Sassandra, 24 pour Tabou et Yamoussoukro. Cet après-midi, l'ensemble du pays sera relativement ensoleillé. Cependant, la bande centrale, le sud forestier et le nord-est connaîtront des cellules orageuses accompagnées de pluie. Cette situation affectera le littoral en fin de période. Ailleurs, le temps sera partiellement nuageux. Les valeurs de l'après-midi, notons 31 degrés pour Abidjan et Adiaké, 34 à Bandoukou et à Boaké, 33 degrés pour Daloa, la maximale de 35 relevée à Dimbokro, 33 pour le Go, 34 degrés à Korogo, 30 à Man, 34 degrés à Odiéné, 30 degrés à San Pedro, 31 pour Sassandra, 30 à Tabou et 33 à Yamoussoukro. Le résumé du temps de ce lundi est fait. À tous et à toutes, excellente journée. MTN, everywhere you go. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 6h30. Ouvrons ce journal par l'arrivée du Premier ministre. Amadou Gon Coulibaly est rentré hier dimanche de mission et le chef du gouvernement était aux États-Unis dans le cadre des réunions du printemps FMI Banque mondiale. Et pour l'accueillir à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët, vous le voyez en image, plusieurs membres du gouvernement étaient donc présents à l'aéroport pour accueillir le chef du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly. Nous y reviendrons certainement dans l'un de nos prochains journaux.
La décharge d'Aquedo sera un vieux souvenir d'ici peu. Ce dépôt d'ordures ne répond plus aux normes. Pour une gestion moderne des déchets dans le district d'Abidjan, un centre d'enfouissement technique est en construction à Kosiwan sur l'autoroute du Nord. C'est dans la sous-préfecture de Sangon. Selon les responsables des travaux, ce centre recevra les premiers déchets en juillet prochain. Grâce Kando. Un vol d'oiseaux au milieu d'un dépotoir à ciel ouvert. Scène ordinaire de vie quotidienne à Aquedo. L'unique dépôt à ordures du district d'Abidjan créé il y a 53 ans. Comme chaque matin, des centaines de fouilleurs prennent d'assaut les camions de la voirie pour récupérer des plastiques, des chaussures et des vêtements pour assurer leur survie au quotidien. Parmi eux, Ibrahim, qui vient tous les jours à Aquedo, son gagne-pain. Chaque matin, il vient ici, il ramasse caoutchouc, avec les bouteilles, avec les fils, avec le fer, les choix. Il y a le paysan qui vient payer avec nous. Voilà, c'est ça. Nous aussi, on mange avec ça. Je fais ça, ça vaut 10 ans. Souvent, ça nous rend malades, comme les maux de rein, palis, avec les plaies de ventre. Parce qu'elle est une menace pour la santé des Ivoiriens, parce qu'elle pollue les sols, parce qu'elle est un danger pour l'environnement et la nappe phréatique, Aquedo vit ces dernières semaines. Cette décharge, qui accueille plus d'1 million de tonnes de déchets par an, va fermer ses portes en juillet prochain, au grand désespoir des fouilleurs. On ne sait pas ce qu'on est devenu. Si vous avez fermé des déchets là, il n'y a plus rien. Il n'y a pas de travail on peut faire. C'est ça qui nous arrange. On gagne l'argent. Par jour, tu peux gagner 5 000. Tu peux gagner 2 000. La maman de mon mari, là, elle a bobo aussi, elle est fermée là. Je vais partir là-bas pour débrouiller. Pendant que la fermeture de la décharge d'Aquedo attriste les fouilleurs, autorités, populations et riverains se réjouissent de cette mesure. Sur l'autoroute du Nord, à une 50aine de kilomètres d'Abidjan, voici le futur site qui remplacera Aquedo, un chantier géant pour la construction du nouveau centre d'enfouissement des déchets dont les travaux sont en cours. Bâti sur une superficie de 100 hectares, ce centre va accueillir jusqu'à 1 300 000 tonnes de déchets par an qui pourraient être stockés pendant 7 ans. Et d'après les responsables du chantier, les travaux avancent à grands pas. Les travaux d'excavation, ce qu'on voit, ils sont pratiquement terminés. Et on a déjà en position de vous dire qu'on va commencer les travaux d'étanchéité d'ici à 15 jours. Ça fait qu'au mois de juillet, on va être préparé pour, s'il y a besoin, recevoir les premiers déchets venus d'Abidjan. Les déchets, quand ils viendront dans ce centre, ils feront l'objet d'un premier contrôle à l'entrée, où on ferait la pesée, de contrôler, pour voir s'il n'y a pas de déchets dangereux dedans, les déchets radioactifs. Et une fois qu'on est rassuré, ces déchets-là seront convoyés ici. Et étant dans le casier, il y a les engins appropriés qui vont les prendre, les étaler, les compacter. Et il faut savoir que dans le casier, vous avez toutes les mesures de sécurité qui protègent le sous-sol, autant sur les flancs que dans le fond. Et donc vous aurez de l'argile qui sera compactée. Après, vous aurez des géomembranes qui sont disposées, qui nous permettent de nous assurer que l'exivia, l'eau polluée, ne va pas aller en profondeur. Pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux, la ministre Anne-Désirée Oloto effectue une visite sur le chantier. Nous nous inscrivons parfaitement dans cette dynamique donc, de gestion moderne des déchets, en respectant donc les questions environnementales. Et cela nécessite naturellement la construction d'infrastructures modernes, des centres de groupage, des centres de transfert, ainsi qu'un centre de valorisation et d'enfouissement technique, le premier du genre en Côte d'Ivoire. Nous sommes venus constater l'évolution des travaux. Ils avancent très bien. La feuille de route est respectée par tous ces opérateurs. La création de ce centre d'enfouissement technique va générer plus de 10 000 emplois selon la ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable. D'ailleurs, 250 camions et 350 caissons viennent tout juste d'être réceptionnés. Ils feront partie désormais du paysage de l'agglomération en participant à la collecte des ordures dans tout le district d'Abidjan.
L'AIPD, c'est l'Association interreligieuse pour la paix et le développement. Elle a procédé hier au lancement de ses activités à Grand-Bassam. Le but est de sensibiliser les religieux et les populations à une paix durable et véritable en Côte d'Ivoire et dans le monde. Patricia Omoitia. Signature de la résolution pour l'Association interreligieuse pour la paix par les leaders religieux et les ambassadeurs de la paix. Cet acte a pour objectif de faire la promotion de la paix et de sensibiliser à l'amour et à la fraternité. Notre mission, c'est de faire la promotion des valeurs de la paix dans le monde et de participer à toute initiative qui contribue à l'avènement et à la promotion de la paix dans le monde. Et nos valeurs invitent l'humanité à construire la paix sur des bases solides. Pour l'imam Dramé Moussa, ambassadeur de la paix et vice-président de la fédération, une paix durable n'est possible que si elle est fondée sur l'amour vrai. Nous allons commencer par nos lieux de culte pour sensibiliser nos fidèles et aussi les Ivoiriens. Nous sommes à peu près plus de 80% de la population qui croit en Dieu. La diversité, c'est Dieu qui l'a créée. Nous n'avons pas à nous opposer. Et nous sommes obligés de nous mettre ensemble, chrétiens, musulmans, et bouddhistes, pour que la paix soit une réalité. Pour nous, la Côte d'Ivoire a commencé à sentir l'odeur de la paix. Mais le maintien de la paix devient une autre chose. Le thème de ce lancement est « Le rôle des religieux dans le processus de paix durable permettra d'arrêter la feuille de route de la Fédération pour l'année 2018-2019 ». Ouvrant la page culture de ce journal, la première édition du Grand Prix Ivoire Humour a consacré l'artiste humoriste Joël, lauréat 2017. Une quinzaine de prix ont été distribués avec en prime des prix d'honneur à des précurseurs tels Adama Daïko et Bamba Bakari. La cérémonie de distinction a eu lieu vendredi dernier en présence de notre reporter Franck Quadio. Joël, Grand Prix Ivoire Humour 2017, les meilleurs humoristes de Côte d'Ivoire distingués pour leur impact sur la vitalité de cet art de la scène, surtout ces dernières années. L'humour, passion au départ, est aujourd'hui une activité. Salué par un devancier et un précurseur, Adama Daïko, prix d'honneur. Merci aux humoristes de ma génération et de ma promotion qui ont mené le combat pour que l'humour soit aujourd'hui un métier, une passion et aussi un gagne-pain pour les uns et les autres. Le prix du meilleur spectacle à Ramatoulaye, le meilleur chroniqueur à Philo, l'humour web, ça c'est quoi ça encore? La meilleure parodie Willy Dombo, la révélation Président Vescaille et Maladamo, meilleur imitateur, une façon pour les initiateurs de célébrer les meilleurs du genre. Un travail cependant minutieux. Le travail, voilà, le travail fourni, le contenu même, les thèmes que les gens abordent, c'est aussi ça. Parce que nous, c'est un devoir d'orientation, c'est un devoir d'encadrement, c'est un devoir de coaching aussi à l'endroit de l'humour en Côte d'Ivoire. L'humour, depuis une dizaine d'années, tient le haut du pavé. Les anciens tels Bamba Bakari sont fiers d'avoir sémé la bonne graine. Merci, j'ai rien fait, libérez-moi. Nous avons vécu des moments difficiles dans la vie. Quand tu invites une jeune fille, si tu veux voir comment elle va manger, regarde comment elle lave sa main d'abord. On vous dit à gauche, à droite, non, c'est pas un métier, toi c'est ça, tu as trouvé, tu vas faire rire les gens. Il ne faut pas écouter ça. Si tu aimes la chose, tu t'y donnes et il faut beaucoup travailler. La première qualité qui a milité en ma faveur, je pense, c'est mon staff qui a travaillé. Merci à mon metteur en scène qui m'a permis de faire une année 2017 vraiment merveilleuse. Moment particulier, la RTI, révélateur des talents, à travers ses programmes Bonjour, a été aussi primée. 2006, c'est là où on démarre l'aventure véritablement de Bonjour. Ils sont nombreux dans cette salle, s'ils peuvent s'élever, pour qu'on puisse savoir qu'effectivement, ils ont été là depuis Bonjour 2006. Le Grand Prix Ivoire Humour 2017 achevé, 2018 relèvera des innovations à bonne place, l'humour féminin qui s'affirme de plus en plus. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci. Un peu d'humour?
Non. Un peu d'humour. Un peu d'humour. Ah, vas-y. Non, vous n'avez pas de blague? Vous n'avez pas de blague? Abbas. Abbas. Non, puisque vous venez de terminer avec... J'en ai pas. Mais c'est ça, justement, c'est ça l'humour. Ça nous fait rire. Merci beaucoup. À 13h tout à l'heure, Tout à l'heure, en exclusivité, vous aurez donc une dose d'humour de notre très cher ami Hamza Diaby qui vient donc dégrainer avec vous le chapelet des informations qui rythment cette journée. Guillaume Bateau est enfin arrivé. Voilà, c'est lui qu'on attendait. Ah, voilà, j'ai presque envie de dire Alléluia parce qu'on avait peur qu'il ne vienne pas. Vous savez qu'on est en direct, Donc chaque arrivée d'invité pour nous, ça relève vraiment du plaisir parce que le matin comme ça, c'est pas évident. C'est la particularité de cette émission. Merci par ailleurs à tous ces invités-là qui vraiment sacrifient un grand moment de sommeil pour venir et vous informer. Guillaume Bateau, ce sera tout à l'heure avec notre très cher ami de la radio, M. Kolo, qui viendra nous parler. Mais avant, aujourd'hui, les Robert sont à l'honneur, Nessie. Notre beau prénom. Marco, les Robert. Nous fêtons aujourd'hui les Saint-Robert. Solides et brillants, intelligents et bons, volontaires, les Robert portent en eux abondance de qualité. Leur charme, toutefois, provient davantage de la fragilité, de l'anxiété profonde de ces dominateurs cachés. Voilà, vulnérabilité secrète qui leur assure un grand succès auprès de la gente féminine. Ah bon? Donc les Robert sont des dons jurants, c'est ça? Oui, des dons jurants. Ah bon, vous connaissez les Robert? Non. Non, je ne connaissez aucun Robert? Vous devez en connaître quand même. Oui, mon frère, mon cousin, Robert. Donc on salue s'il nous regarde. On lui fait un gros coucou et puis on lui souhaite une très bonne journée, une très bonne fête. Aujourd'hui également, on a, je ne sais pas si on a dit c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. Bon, je vais dire ça comme ça. En tout cas, ça fait partie de l'histoire. Il faut le dire. C'était aujourd'hui qu'est décédé Hitler. Effectivement, voilà. aujourd'hui. Suicide d'Hitler en 1945, c'est cela. Oui, voilà, ça fait partie des informations. Et puis, pour ceux également qui aimeraient parler aussi de ce qui s'est passé à Nantes, le 30 avril 1958, la publication de l'édit de Nantes qui marque la fin des guerres de religion en France, comme l'avait précisé le roi Henri IV. Cet édit vise à l'établissement d'une bonne paix et d'un tranquille repos, genre de dialogue et surtout de paix entre les religions, n'est-ce pas, Nissi? Effectivement, Marco, et on va également parler de paix, pas spécifiquement de paix, mais bon, ils y contribuent à la presse. Disons, elle y contribue, elle contribue à la paix. Oui. Je vous écoute. Ah non, vous me regardez, d'accord. Oui, si je ne vous regarde pas, qui je vais regarder? La paix, c'est le thème de ce jour dans Instant Vérité. Vous pensez que la presse contribue à la paix en Côte d'Ivoire? On en saura davantage. On en saura davantage. Si nous, on a commencé la discussion là sur ce plateau, imaginez ce qui va se passer tout à l'heure avec Guillaume Bateau, l'une des plumes les plus alertes de notre pays, il faut le dire, hein, quel que soit l'endroit où on se place. Guillaume Bateau fait partie des journalistes vraiment qui font autorité en la matière depuis plusieurs années maintenant. J'ai eu la chance de le côtoyer lorsque moi-même j'étais dans la presse écrite dans les années 90. Et oui, on n'est pas jeune. Guillaume Bateau, bonjour. Très heureux de vous revoir sur un plateau de télévision. Mais là, c'est pour Instant Vérité. Nous sommes avec vous, très cher Kolo. C'est parti. Madame, Monsieur, bonjour. La presse est considérée comme un lien majeur de communication permettant aux hommes politiques d'échanger avec les citoyens. C'est aussi un moyen d'attirer l'attention de l'État sur un certain nombre de mécontentements. Elle permet aussi, en un mot, de mettre en exergue l'opinion publique, d'où l'expression de quatrième pouvoir qui désigne la presse très souvent muselée, enfermée et assassinée. Tous les 3 mai, célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse, occasion pour parler de la force ou non de ce quatrième pouvoir, de son contrepoids en Côte d'Ivoire et aussi de liberté. Guillaume Bateau est notre invité pour en parler. Guillaume Bateau est le secrétaire général du syndicat national des professionnels de la presse en Côte d'Ivoire. Guillaume Bateau, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Selon le dernier rapport de Reporters sans frontières, la Côte d'Ivoire, qui se situait à la 81e place, concède une place et se retrouve à la 82e. Alors, quel est votre regard, votre avis sur ce rapport du RSF? Je pense que si on considère tout ce qui s'est passé en 2017 en Côte d'Ivoire relativement à la liberté de la presse, ce n'est pas cher payé. Parce que la Côte d'Ivoire aurait pu se retrouver plus bas. Je vous rappelle que dès janvier 2017, 6 de nos confrères ont été arrêtés suite à la mutinerie de janvier 2017. Dans le traitement de la mutinerie. Oui, et détenus au camp de gendarmerie d'Agma et ensuite à la brigade de recherche de la gendarmerie au plateau. 6 mois plus tard, en mai, 2 autres journalistes ont été arrêtés et détenus dans les mêmes conditions.
En janvier 2018, notre consoeur Olga Otro du Nouveau Réveil a été molestée par les policiers à l'enceinte même du parquet à l'occasion de ce qu'on a appelé l'affaire du député contre la policière. Mais déjà en novembre 2017, un de nos confrères, Jedmel César, avait été aussi molesté, bastonné, blessé par des agents de force de l'ordre commis au déguerpissement dans les environs de l'hôpital général de Port-Boué. Si on fait un bref résumé, 2017 a été très difficile pour les journalistes en Côte d'Ivoire. Donc, perdre une place, je pense que ce n'est pas cher payé pour la Côte d'Ivoire. Alors, Guillaume Bato, on a l'impression que vous avez un tableau très noir de la situation de la liberté de la presse en Côte d'Ivoire, alors qu'en 2012, on était à la 159e place. Donc, on voit quand même la différence, il y a l'évolution. Ce n'est pas moi qui noircis le tableau. Ceux qui frappent les journalistes, ceux qui les arrêtent, qui les détiennent en prison, c'est eux qui noircissent le tableau. Ce que je vous ai dit, ce sont des faits. Est-ce qu'en janvier 2017, 6 journalistes n'ont pas été arrêtés, détenus pendant un peu plus de 72 heures au camp de gendarmerie d'Agma? Ce n'est pas la place des journalistes. Donc, ceux qui noircissent le tableau de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas Guillaume Bato, c'est ceux qui détiennent les journalistes contre la loi, en violation flagrante de la loi en Côte d'Ivoire. Voilà la situation. C'est vrai que nous avons beaucoup évolué de 2012 à maintenant, mais la réalité, je ne vous parle même pas du cas le plus récent, où notre jeune confrère Daouda Coulibaly, qui est blogueur, a été molesté devant le siège de la Commission électorale indépendante par des policiers. Donc, c'est une réalité en Côte d'Ivoire, ce n'est pas moi qui noircis le tableau. Alors, Guillaume Bato, au regard de cette situation, est-ce qu'on peut espérer au prochain classement gagner des points? Oui, mais il ne suffit pas d'espérer. Il faut que les autorités agissent. Sur tous les cas que je vous ai cités, jusqu'à aujourd'hui, la plainte de notre confrère César Jedmel devant la brigade de gendarmerie de Port-Boué est restée sans suite. Je ne vous parle même pas du cas de Olga Otro, où il n'y a pas de suite. Je ne vous parle même pas du cas de Daouda Coulibaly, à qui on a refusé de porter plainte aux 2 plateaux. Le commissariat du 12e arrondissement a refusé d'enregistrer sa plainte. Donc nous sommes dans une situation où il faut que chacun comprenne que les journalistes ne sont pas les ennemis des forces de l'ordre, que les journalistes ne sont pas les ennemis des autorités politiques. Et que de la façon, un ministre fait son travail pour faire avancer la Côte d'Ivoire, les journalistes doivent avoir le droit de faire leur travail partout sur le territoire national sans être inquiétés. Et les journalistes aussi ont un devoir. Est-ce qu'ils sont professionnels? Mais bien entendu, les journalistes sont professionnels. Vous savez, moi j'aime toujours... en Côte d'Ivoire, on aime déplacer les problèmes. Je ne connais pas de métier où il n'y a pas de faute professionnelle. Les maçons font des fautes professionnelles, les médecins en font, les avocats en font. Mais quand il s'agit des journalistes... C'est un argument, Guillaume Bato, c'est un argument quand même trop facile. Vous vous cachez derrière ça, vous vous rendez coupable de forfait. Non, il n'y a pas de forfait. Est-ce que vous pouvez me donner un cas de forfaiture dans la presse? La presse commet des erreurs comme n'importe quel être humain. Je dis n'importe quelle profession. Même le président de la République fait des erreurs. Est-ce que vous pensez que toutes les décisions que le président va prendre en Côte d'Ivoire sont de bonnes décisions? Voilà, nous parlons des journalistes. Non, je viens. On va rester là. Les ministres, les députés, les avocats, tout le monde fait des erreurs. C'est pas parce que c'est les journalistes. Mais Guillaume Bato, c'est un argument qui n'est pas suffisant. Mais pourquoi? Ce n'est pas suffisant parce qu'en en tant que journaliste, on a l'éthique, on a déontologie, on a des organes de régulation et d'autorégulation, on est plus ou moins informé de ce qu'on devait. Est-ce que vous savez qu'à la nomination de chaque gouvernement, il signe une charte d'éthique? Mais il y a des erreurs dans les ministères. Ce que je veux dire, il ne faut pas qu'on reste dans ce débat. C'est vrai, il y a des erreurs qui sont commises, mais il y a des structures qui sont là pour faire le travail de régulation. Le CNP pour la presse écrite, la AK pour la presse audiovisuelle. Mais on n'a pas besoin... L'État crée ces structures qui sont des institutions de l'État. L'État n'a pas besoin de passer au-dessus de ces structures pour attraper les journalistes comme des petits voleurs, les mettre dans les brigades de recherche. Ça, ce n'est pas acceptable. Et dans un pays sérieux, la place des journalistes, c'est dans les rédactions et non dans les commissariats, dans les brigades de recherche et dans les camps de gendarmerie. Les gendarmes sont suffisamment nombreux. Guillaume Bato, vous, on vous a toujours connu en tant que secrétaire général du SYNAPSI, toujours prompt à dénoncer. Vous parlez là encore du côté des professionnels. Ils sont professionnels, mais est-ce que cela veut dire aujourd'hui, quand vous parlez de ce tableau, est-ce que ça veut dire que les journalistes ne sont pas libres ou alors ils le sont? Vous savez... la question de la liberté de la presse, c'est toujours une question de le verre à moitié plein ou à moitié vide. Moi, je pense que notre pays peut faire mieux. La Côte d'Ivoire peut faire mieux en matière de liberté de presse. Parce que nous avons des ressources, nous avons des institutions, nous avons des lois qui peuvent permettre d'évoluer. Nous sommes aujourd'hui sur le plateau de la télévision. Je prends le cas des médias d'État. Est-ce que vous pensez que le fonctionnement des médias d'État aujourd'hui est satisfaisant? Moi, je dis non. Mais nous avons toujours dénoncé le fait que le gouvernement soit trop présent dans le fonctionnement des médias de service public. Ces médias d'État, qu'il s'agisse de la télévision, qu'il s'agisse de Fraternité Matin, de l'agence de presse, doivent être des vrais médias de service public, c'est-à-dire au service des citoyens. Dans tous les cas, ces médias font ce qu'ils peuvent. Je dis, ils peuvent mieux faire. Ils font ce qu'ils doivent. Alors, est-ce que vous, le SYNAPSI,
quel a été votre rôle, justement, sur le chemin de ce professionnalisme et de la liberté? Je suis devant vous aujourd'hui. Voilà mon premier rôle, dénoncer ce qui n'est pas bon. Dire que notre pays peut faire mieux. Mais c'est ce que vous avez toujours fait. Oui, mais c'est mon travail. J'ai été élu par mes camarades pour porter leur voix. Moi, je ne suis pas le ministre de la Communication. Moi, je suis le secrétaire général du SYNAPSI. Je dis que les textes qui régissent, par exemple, la télévision ivoirienne, qu'il faut que le conseil d'administration est truffé des représentants du gouvernement, qu'il faut que le conseil d'administration ne peut pas impulser une vraie politique au niveau de la télévision. La même chose à Fatem Matin, que ce n'est pas bon pour un pays comme la Côte d'Ivoire. Qu'il faut de nos professionnels... Vous n'êtes pas là dans un procès des médias d'État. Non, ce n'est pas un procès, c'est une proposition. Ce que je dis, ce n'est pas un procès. Nos camarades qui sont ici font du bon travail, mais on peut faire mieux. La Côte d'Ivoire, vous voyez, ça fait souvent pitié. Quand vous sortez de notre pays, les pays comme le Sénégal, des pays comme le Burkina Faso, des pays comme le Bénin, mais c'est tous les jours des débats vraiment où toutes les couches de la société ont droit à la parole. Aujourd'hui, ce n'est pas la faute de nos confrères. Je ne critique pas nos confrères. Je dis, c'est le fonctionnement. Tant qu'on aura le conseil d'administration qu'on a dans les médias d'État, ce n'est pas seulement pour la télévision, c'est pareil pour Fatem Matin, c'est pareil pour l'AIP. Tant que ce sera... C'est pareil aussi pour la presse privée. Non, la presse c'est un peu différent, parce que ça appartient à des organes privés, mais les médias d'État, c'est nos impôts, en tant que citoyens. C'est pour ça que nous sommes regardants sur ce qui se passe dans les médias d'État. D'accord, on va généraliser le débat. Revenons à... C'est important. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, le quatrième pouvoir n'a pas de pouvoir? Mais justement, ce que je dis, si le pouvoir vide sa substance, vous voyez, la télévision, ça a un aspect magique. C'est un des médias les plus importants. Mais si la télévision est empêchée de faire le débat... Guillaume Bateau, vous revenez encore sur la question des médias d'État, alors que je souhaite qu'on parle de façon générale. Non, je souhaite qu'on parle de façon générale de la presse comme quatrième pouvoir qui n'a pas de pouvoir. Oui, il n'a pas de pouvoir parce que je prends la presse privée. Aujourd'hui, Edipresse, c'est une entreprise publique qui distribue les journaux, n'a plus les moyens de faire son travail. Ce qui fait que les journaux ne sont pas distribués sur l'ensemble du territoire. Ce qui fait que nos concitoyens n'ont pas accès à l'information. Et l'État sait. Donc il faut régler le problème d'Edipresse, par exemple. Parce que, avant que je ne vienne, quand je faisais ma revue de presse hier, le directeur général d'Edipresse a dit qu'il ne peut plus payer les chèques aux entreprises de presse, par exemple. Vous comprenez? Aujourd'hui, les journaux disparaissent. Les gens ne sont pas payés. Les journalistes ne sont pas payés. Ils vivent de perdièmes, de raquettes. Oui, justement. Là, c'est une question aussi qui, effectivement, affecte la liberté de la presse. Oui, la question de la convention collective. Mais n'est pas appliquée. Le CNP, il y a 2 ou 3 ans, avait même fermé certains titres parce que la convention n'était pas respectée. Vous, les professionnels, en tant que syndicat qui devaient être en première ligne de ce combat, eh bien, Guillaume Bateau, comme d'habitude, vous dénoncez et c'est tout. Non. Vous savez, dans un pays, chacun doit faire son travail. Le CNP, qui fait beaucoup de défauts, je le salue, le CNP, je salue le président Lakpé, qui a fait beaucoup de défauts depuis qu'il a été nommé à cette structure, mais est confronté à une réalité. Parce qu'il y a souvent des structures qui contournent les décisions. Nous avons fait des propositions pour pouvoir s'assurer que les travailleurs sont effectivement payés à la convention collective, il faut demander de relever des comptes bancaires, les ordres de virement. On nous a toujours opposé, oui, les secrets bancaires, alors qu'on demande tous les bulletins à remettre au CNP. Donc, il n'y a plus de secrets bancaires. Si je donne mon bulletin de salaire au CNP, pourquoi le CNP ne peut pas vérifier auprès de ma banque si mon virement a été fait? Quelle est la solution pour appliquer la convention collective? La solution, c'est que l'État prenne ses responsabilités, à travers le CNP, à travers le ministère de la Communication, que toutes les entreprises de presse qui ne payent pas leur travail à la convention collective ferment. C'est ce qui avait été fait, alors qu'on a entendu d'autres professionnels appeler à la reprise, à la clémence. Oui, mais ces professionnels, moi, je ne sais pas, c'est quelqu'un qui peut aimer ne pas être payé, ça, c'est son problème. Moi, je travaille, à la fin du mois, j'ai envie d'être payé. Est-ce que, Kolo, tu penses que si on finit cette émission, à la fin du mois, tu n'as pas payé, tu seras content? Non, tu ne pourras plus venir ici. Donc, il faut que les gens cherchent à éviter de louvoyer avec les questions essentielles. Un travailleur, il doit être payé à la fin du mois. Dans la presse écrite, malheureusement, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et les journaux ferment les uns après les autres. Parce que la distribution n'est pas faite. Parce que le soutien de l'État n'est pas suffisant. La Côte d'Ivoire peut faire mieux dans tous ces domaines-là. Parce que des pays moins nantis que le nôtre font mieux. Dans tout ça, la presse et son rôle de contre-pouvoir, c'est finalement un rêve en Côte d'Ivoire. Ben, je vais dire que c'est un cauchemar. Ce n'est même pas un simple rêve, c'est un mauvais rêve. En Côte d'Ivoire, être journaliste, c'est choisir la pauvreté, c'est choisir la misère. Mais comme certains comme nous, on a choisi de faire ce métier, on se bat pour que les gens comprennent qu'on n'est pas condamné à la pauvreté. Que quand on devient journaliste, c'est pour se mettre au service de son pays, pour aider son pays à évoluer. Et il faut que nos gouvernants et que nos dirigeants le comprennent.
que nous pouvons faire mieux. On ne peut pas se contenter de ce que nous vivons en tout moment. Parce que je dis, autour de nous, ça évolue. Autour de nous, ça évolue, autour de nous, ça bouge. Vous allez au Ghana, vous allez au Burkina, je l'ai dit, au Sénégal. Mais la presse est bouillonnante. Mais en Côte d'Ivoire, on est encore comme si les gens sont nostalgiques du parti unique. Malheureusement, c'est ça. Mais il faut rompre avec le parti unique. Le parti unique, c'est fini depuis plus de 30 ans. Oui, quels sont aujourd'hui les freins à l'exercice justement de ce plein pouvoir de la presse? D'abord, le premier frein, c'est le manque de volonté politique. S'il y a la volonté politique aujourd'hui, nous aurons des médias de service public dans le secteur public. Nous aurons des médias privés forts où l'État va apporter tous les moyens nécessaires pour la formation, pour l'éducation, pour la sensibilisation, pour la distribution. Tout ça, c'est la volonté politique. Mais est-ce que vous ne pensez pas quand même que l'État fait aussi des efforts? On a le fonds de développement de soutien à la presse. L'État fait des efforts, mais nous demandons que l'État fasse plus. Parce que nous sommes loin du compte. C'est ça qui est la réalité. Nous sommes loin du compte. Je vous dis, je prends un petit exemple. La maison de la presse. En Côte d'Ivoire, vous connaissez notre maison de la presse, c'est au plateau. Au Sénégal, la maison de la presse du plateau, c'est un immeuble de 7 étages. Vous voyez la différence? C'est une question de volonté politique. Elle a coûté 7 milliards à l'État sénégalais. En Côte d'Ivoire, c'est un bâtiment colonial dans lequel a vécu le général Tani à l'époque et qu'on a concédé, que le général Gueye a concédé aux journalistes en 2000. Au Sénégal, c'est un immeuble de 7 étages. Voilà ce qui nous manque en Côte d'Ivoire. La volonté des pouvoirs publics de faire des médias un vrai partenaire, un vrai moyen de développement économique et social. Mais une presse corruptible et militante, est-ce qu'elle peut jouer ce rôle de contre-pouvoir? Je dis, on déplace les problèmes. Colo, si tu n'as pas de salaire, tu vas chercher des moyens de suivi ailleurs. C'est une réalité économique. Vous justifiez donc cela? Oui, mais attends, tu penses que tu paies ta maison comment? On ne te paye pas. Tu payes ta maison comment? Tu envoies tes enfants à l'école comment? Vous faites comme on vous a enseigné, parce que vous, les anciens, vous vous payez sur le terrain, comme on dit, c'est ça? C'est une réalité humaine. Si tu n'as pas l'argent, ton patron ne te paye pas. Mais tu vas aller chercher l'argent ailleurs, dans la poche des autres. Donc, pour éviter tout ça, il faut que l'État mette en place un système qui permette qu'on paye les travailleurs, les journalistes décemment, qu'on paye les techniciens décemment, que les gens puissent avoir des profils de carrière. D'accord, il faut appliquer la loi. D'ailleurs, il y a une nouvelle loi qui régit la presse. Elle est rentrée en vigueur depuis décembre 2017, vivement critiquée par vous, les organisations professionnelles. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la tempête est passée? Oui, mais la tempête est passée parce que nous avons fait palabre. Parce que le projet que le gouvernement avait proposé en mai 2017 était un projet dangereux qui permettait au gouvernement de mettre un juge en prison pour les fautes commises de 1 à 5 ans. Nous avons combattu ce texte. Et Dieu merci, on a tellement fait du bruit que les députés, pour une fois, ils nous ont entendus, ils nous ont même reçus à l'Assemblée nationale, on leur a expliqué que la loi qui est là n'est pas bonne. D'accord, donc finalement, vous vous êtes entendus. Oh, non, pas nous, on ne s'est pas entendus, mais les députés ont retiré. Mais parce que vous avez fait des amendements. C'est pas nous, ce sont les députés qui ont enlevé. D'accord, alors on va parler du 3 mai parce que c'est l'objet quand même de ce rendez-vous. C'est la journée mondiale de la liberté de la presse. Que peut changer le 3 mai dans la lutte pour la liberté de la presse, en Côte d'Ivoire notamment? Non, beaucoup de choses. Déjà, vous me recevez ici, c'est parce qu'il y a le 3 mai. Donc, c'est déjà quelque chose. Mais le 3 mai nous permet de sensibiliser, d'expliquer à nos autorités et à tous nos compatriotes que la presse n'est l'ennemi de personne. Au contraire, nous devons tous faire de la question de la presse une question nationale pour que nos médias soient des médias indépendants, autonomes et viables. Pour que les journalistes puissent vivre de leur métier. Pour que les conditions soient mises en place, par exemple, pour aider les entreprises publiques comme privées à jouer leur rôle de contre-pouvoir. Parce que sans une presse indépendante, autonome, le développement économique social sera un leurre. On ne peut pas lutter contre la corruption dans un pays si les journalistes eux-mêmes sont en difficulté. Merci beaucoup. Instant vérité aujourd'hui, c'est terminé. Je rappelle que nous recevions Guillaume Bateau, secrétaire général du syndicat national des professionnels de la presse en Côte d'Ivoire. La suite de ce matin avec plein de bonheur avec Marcellin Hennessy. À lundi. Être en famille, c'est bien. Mais avec les pâtes maman, c'est encore mieux. Parce que chaque repas est un moment plein de bonne humeur. Et maintenant, découvrez les spaghettis complets. Les nouvelles pâtes maman à base de blé complet, encore plus nutritifs et enrichis en fibres naturelles. Maman, c'est toi qu'on préfère.
Chaque jour, ce sont quelques milliers de kilomètres parcourus pour vous apporter une eau pure et légère, indispensable à une bonne santé. Vous livrer une part de bien-être est ma meilleure récompense d'une journée de travail ardu. Céleste, pure et légère. Ma soeur, où vas-tu si pressée? Mon mari a découvert une nouvelle pâte tomate là. Il en parle tout le temps. Ma chérie, c'est Alissa tomate. Alissa? Ah! Le double concentré de tomates Alissa, fait à base des meilleures tomates naturelles sélectionnées pour leur goût et leur qualité. La tomate Alissa se conserve très bien et ne noircit pas. On voit une équipe qui va évoluer en 4-4-2. C'est de ça que je te parlais. Alissa, le goût parfait. Il est 7 h, mesdames et messieurs, à 1 minute passée. Vous le savez, le lundi, on parle de tout ce qui nous approche ou nous fait évoluer au niveau économique. Aujourd'hui, le thème est le suivant. Itinéraire pour créer une entreprise prospère. Et sur ce plateau, puisque nous sommes très pragmatiques à Matin Bonheur, nous avons un professionnel, c'est-à-dire Maurice Koué, expert en promotion du secteur privé, puis quelqu'un qui a les pieds dans le plat, au sens propre comme au sens figuré, parce qu'il s'agit de restauration. Kwasi Nguessan Patrick, avec eux, nous allons débattre de ce thème très intéressant. Itinéraire pour créer une entreprise prospère. Alors on sait ici que ce n'est pas évident, c'est pas évident. La création d'une entreprise est parsemée d'énormes embûches. Il y a des bases et heureusement que nous avons un expert sur ce plateau pour en discuter. Donc il va comparer l'expérience de notre tenancier, notre restaurateur, avec ce qu'il se fait pour qu'il puisse développer son activité, Marco. Mais avant toute chose, on a un postulat. Donc on va le regarder et on revient pour l'échange avec nos invités. Le troisième millénaire semble marqué par le renouveau de l'esprit d'entreprendre qui affecte tous les pays et tous les domaines de la vie économique et sociale. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, fort est de constater que la restauration est un commerce très prisé. Selon moi, les entrepreneurs se tournent de plus en plus vers la restauration parce que c'est un besoin quotidien. Tout être humain a besoin de se nourrir. J'ai choisi ce travail-là parce qu'il n'y a pas un autre boulot que je vais faire. Mais comme je m'en sors dedans, j'ai choisi le poisson parce que j'ai vu que c'est le métier qui marchait. Puis ça me rapportait plus. Ça rapporte plus par rapport aux autres. Parce que j'ai essayé les autres commerces. Le métier qui rapporte le plus, c'est 100%. Donc, ça aussi, j'ai choisi de vendre le poisson. La restauration, autrefois vue comme destinée qu'à la gente féminine, ce secteur suscite de nos jours de plus en plus d'engouement, aussi bien chez les femmes que chez les hommes. Plusieurs personnes sans emploi ont pu s'insérer dans le tissu socio-économique grâce à la restauration et y gagnent bien leur vie. L'un des avantages qu'offre cette activité à tous ceux qui veulent entreprendre est la possibilité de démarrer même avec peu de budget. J'ai commencé mon business avec 300 000 et je gagne au moins 50 000 par jour. Il n'y a pas sous-métier. Le travail là, il faut être fier de ça. C'est un bon travail. Ça vaut mieux d'aller voler. J'ai commencé à vendre avec 15 000. Maintenant, au fur et à mesure que le commerce augmentait, mon fonds de commerce a augmenté comme maintenant, je me retrouve un capital de 50 000. La restauration génère des revenus au quotidien et le retour sur investissement est assez rapide. Plusieurs des restaurants qui ont vu le jour sous des abris de fortune sont devenus de fructueuses entreprises. L'on peut ainsi dire que le commerce de nourriture est un créateur de richesses non négligeables. Le conseil que je peux donner à une personne qui veut se lancer dans la restauration, c'est d'être motivé parce que, comme on le dit, tout début est difficile, mais au fur et à mesure, ces activités-là vont avancer. On peut partir de rien du tout et puis pouvoir s'en sortir dans la vie. C'est pour ça que j'encourage l'initiative d'abord. Vous voyez un peu ce que M. Kwasi est en train de faire. C'est des gens de choses qu'on attend pour nos jeunes gens et qu'on reste là tout le temps, attendre tout de l'État. Moi, je l'encourage beaucoup parce que ce monsieur, je le connais depuis dans le quartier. Il est parti de rien du tout. Aujourd'hui, il fait des merveilles. Son coin est tout le temps bourré de monde. Tous s'accordent pour reconnaître que l'investissement privé joue un rôle déterminant dans le développement d'un pays. Et en Côte d'Ivoire, la restauration reste un puissant outil d'autonomisation et de création d'emplois. Merci beaucoup. Cette thématique-là, ce postulat a soulevé, a touché à un point clé. Et tout à l'heure, quand on discutait avec M. Maurice Koué, parce qu'il y a toujours une discussion avant, il a sorti des mots clés, des mots forts qui nous aident, nous, pour poursuivre ce rendez-vous.
Argent, volonté, philosophie et suivi sont les socles qui vous mènent à l'itinéraire d'une entreprise prospère. Tout à fait. Voilà. Je vais d'abord, quand on parle d'itinéraire, je suis obligé de dire un peu. Allez-y. Allez, prenez votre itinéraire. Oui. Alors, d'abord, il faut dire que quelques chiffres. Il y a 250 corps de métiers en Côte d'Ivoire. Combien? 250 corps de métiers. Et il y a 8 branches dans ce corps de métiers. C'est ce que le ministère de l'Artisanat nous dit. Et ça nourrit à peu près 40% de la population active. Dans les 8 branches, la restauration occupe une place prépondérante. Pourquoi? Parce que tout le monde a besoin de manger. C'est clair, on ne peut pas se passer de manger. Et si on fait une activité de restauration qui est bien gérée, alors on est bien parti. Parce qu'il y aura toujours du monde, à condition, bien entendu, que ce soit bien géré, que la personne, le promoteur soit là et qu'il s'entoure d'un certain nombre d'outils pratiques qui lui permettent d'éviter les vols, les déperditions, ainsi de suite. Merci beaucoup. Et vous, monsieur Kwasingé Patrick, vous êtes restaurateur, on l'a déjà dit. Oui. Votre entreprise est prospère, vous avez beaucoup de clients, votre restaurant est toujours bourré. Parti de rien. Mais, effectivement, il est parti de rien. Vous êtes parti de rien. Racontez-nous votre parcours. Bon, au fait, merci. Avant de commencer mon entreprise, il y avait mon permis. Même il a conduit même Woro personnel, mais il a vu que ce n'est pas la solution. Votre seul diplôme, c'était votre permis? Voilà. Excusez-moi beaucoup, je n'ai pas été à l'école. S'il y a des mots qui sont un peu déplacés, vous pouvez m'excuser. Non, ce n'est pas grave, allez-y. C'est pas important. Bon, ce qui m'a énervé, puis j'ai créé mon entreprise. Je travaille chez un Libanais. C'est une révolte. Voilà. Je travaille chez un Libanais. Vous travaillez chez quelqu'un, voilà. Maintenant, quand le mois finit, souvent, il me dit qu'il n'y a pas l'argent. Il me paye à 60 000, souvent, il me donne 30 000. Bon, si c'est comme ça, moi-même, j'ai créé mon entreprise. Bon, il a fait mon bistrot. Il vendait coup-tout-coup, parce qu'il n'a pas assez de moyens. À un moment donné, il a vu que mon bistrot a commencé à donner. Il a dit, bon, c'est comme ça. Il a fait soupe de cabri à côté. Là, quand les clients vont venir, ils vont manger. Non, avant de parler de la soupe de cabri, moi, j'aimerais savoir comment le bistrot a commencé à marcher. Quelle était votre particularité? Bon. C'était le seul bistrot du coin ou bien parce que vous étiez amis à ceux qui venaient? Ce n'est pas le seul bistrot, mais les gens au quartier, en tout cas, il y a beaucoup d'amis qui viennent boire chez moi. Donc, ça fait que mon bistrot a commencé à marcher. Donc, c'est ça, il a créé soupe de cabri à côté. D'accord. Alors, donc, on récapitule, Maurice Koué. Quand on écoute, ça part d'une frustration. Il n'est pas bien payé. Donc, il y a une volonté, il veut s'émanciper. Et il commence quelque part. Et la suite? Et la suite, l'idée, c'est que quand on crée une entreprise, il y a toujours un problème qui nous pousse un ressentiment, à se révolter. Voilà. Oui, à se révolter et à dire, moi aussi, je peux faire. Ceux qui m'engagent, ils ont commencé quelque part. Moi aussi, il faut que je parte quelque part. Donc, si c'est bon pour eux, c'est bon pour moi. Mais il y a un itinéraire à suivre. On peut commencer, on peut échouer, on peut tomber, on peut se relever. Mais attention, si tu tombes, il faut te relever. C'est là qu'on peut venir te soutenir parce qu'on n'accompagne pas celui qui est couché. Ça, c'est important d'abord. Donc, mais ça prend un début. Le premier point de départ, c'est la famille. Est-ce que ma femme, mes enfants sont prêts? Parce que ce que vous appelez famille, moi, je l'appelle ça la première entreprise. Ah bon? Oui, tout à fait. Parce que c'est quand c'est géré avec l'esprit de première entreprise qu'on peut essayer de suivre les règles, les étapes. Et c'est là qu'on approche, qu'on apprivoise la philosophie qui s'approprie à la création d'entreprise. Il y en a plusieurs, il y en a moins deux. La première, c'est la philosophie sociale. Dans ça, tous les Ivoiriens sont experts. On donne, on mange ensemble, on se réunit, on fait cadeau, on soigne les parents et les amis. Mais la philosophie sociale détruit, ne construit pas, ne crée pas une entreprise. Parce qu'on n'a pas d'objectif, on n'a pas d'épargne et tout ce qu'on peut avoir sont consommés automatiquement. Alors, la deuxième philosophie, c'est la philosophie économique. Celle-là, elle nous permet de se soucier plutôt de l'épargne, parce que sans épargne, qui est le fondement de toute entreprise, on ne peut rien faire. Sans objectif, on n'arrivera jamais là où on veut arriver.
Donc, cette philosophie-là nous conduit à la création d'une deuxième entreprise. Et M. Yao, c'est ça, il a réussi à travers ses différentes activités, il a réussi à épargner, à définir un objectif avant d'arriver là où il est. M. Kouassi. Alors, M. Kouassi, quand vous l'écoutez, lui l'expert, vous ne l'avez pas consulté avant de créer votre entreprise, quand vous l'écoutez, est-ce que vous vous retrouvez, vous, à vos débuts, dans ce qu'il dit là? Bon, au fait... Est-ce que vous avez consulté votre famille? Est-ce que vous avez consulté? Oui, bien sûr, bien sûr. Comment ça s'est passé pour vous concrètement? Avant de faire, j'ai dit à ma famille d'abord. Que je ne veux plus travailler, on ne me paye pas bien, voilà ce que je veux faire maintenant. Bien sûr, c'est ce qu'on s'est dit. Et votre famille vous a reçu ça comment? Est-ce qu'il y a eu du soutien? Est-ce qu'ils ont dit, ah bon, comment ça s'est passé? Oui, elle m'a dit c'est bien, que c'est bon, qu'on peut faire. La preuve, vous êtes avec votre femme dans votre restaurant? Oui, oui. Ça se passe bien? Oui, ça se passe bien. Les premiers jours, quand vous avez décidé, quand ça a commencé à prendre de l'ampleur, est-ce que, comme il a dit, des fois on peut tomber, se relever, est-ce qu'il y a eu des moments où vous êtes tombé, on vous a relevé, est-ce qu'on vous a aidé au niveau de votre argent, de l'argent, est-ce que quelqu'un vous a donné plus de volonté, est-ce qu'on vous a donné une philosophie, c'est-à-dire, bon, la viande que vous vendez là, voilà comment ça doit être fait, voilà comment on doit recevoir les gens? Bon, au fait, comme c'est le commerce, souvent, ça s'abaisse, souvent aussi, ça va. C'est-à-dire? Bon, souvent, quand le mois finit, il n'y a rien. Souvent aussi, je gagne un peu. Quand vous gagnez un peu, comment vous faites? Comment vous répartissez l'argent? Comment vous gardez pour les jours difficiles? Bon, souvent, quand le mois finit, il y a au moins, quand je paye mes employés, il y a au moins 50 000 comme économie, soit 60 000. Souvent même, ça va jusqu'à 80 000. Par jour? Non, ce n'est pas par jour, par mois. Oui. Et qu'est-ce que vous faites avec ces 80 000 là pour les jours où, par exemple, ce ne sera pas bien, ce sera mou, comme on dit dans le milieu en Côte d'Ivoire? Bon, au fait, quand je garde l'argent, s'il voit que c'est un peu beaucoup, et puis il m'en met à la banque. Et vous avez un soutien de la banque? Non. Vous avez déjà essayé de prendre un prêt auprès de la banque pour agrandir votre activité? Non. D'accord. Donc là, quelles sont vos perspectives? Vous voyez où dans, on va dire, 2 ans, 3 ans? Bon, j'ai commencé mon entreprise en 2007. Ça fait 11 ans maintenant? Oui, jusqu'au lit. 11 ans que vous ne dépendez que de vous-même. Oui, oui. Et si vous voulez vous faire un petit bilan, c'est bon? À voir par votre costume, on dit ça va là? Ça va? Oui, ça va. Ça va. Maurice Koué, les Ivoiriens ont peur, quand ils sont dans une entreprise, de dire que ça marche. On a l'impression qu'il y a toujours quelqu'un, un membre de la famille qui guette. Bon, bref, ça c'est pour rire. Mais est-ce que, moi son cas m'interpelle à plus d'un titre, est-ce que des gens comme lui bénéficient d'un soutien en Côte d'Ivoire, que ce soit par l'État, par les banques? Est-ce que ça ne relève pas de l'utopie? On va se dire, c'est au petit bonheur la chance. Non, non, non. En fait, on ne peut aider que celui qui mérite d'être aidé. Mais ce qui est d'abord important, il faut que lui-même il soit là. Je pense qu'il a un potentiel qui pourrait lui permettre d'aller plus loin. Mais il faut qu'il soit là. Il faut qu'il apprenne à gérer. Parce que quand on crée une entreprise, on devient entrepreneur. On rentre dans un environnement comme un bobo et tu identifies un besoin et tu essaies de développer l'idée pour faire un projet qui marche. Mais le problème, c'est qu'une fois qu'on a créé l'entreprise, il ne faut pas faire comme si tu avais créé ton emploi de fonctionnaire. Non. Il faut que tu penses que de là, tu dois pouvoir aller ailleurs. Mais il y a des conditions. La première condition, c'est de toujours bien gérer ce que tu as pu mettre là. Deuxièmement, il faut que tu arrives à épargner convenablement, rigoureusement, tout ce que tu gagnes. Cas concret, il dit qu'il a 80 000 quand ça marche bien. Vous lui conseillez quoi? De faire quoi avec les 80 000 là? Non, en fait, dans ces 80 000, si vous lui posez la question, il ne saura pas ce qui est chiffre d'affaires ou non. Donc ça aussi, il faut qu'on apprenne des choses. Donc c'est pour ça que nous, on organise souvent des cours pour qu'on essaie de leur donner des rudiments. Mais si c'est ça, il faut d'abord, puisqu'il doit manger là-dedans, il doit absolument faire de l'épargne sa première dépense. C'est-à-dire, autrement dit, de ce qu'il gagne, il doit pouvoir mettre ça quelque part pour que ça puisse essayer de lui éviter des crédits qui vont lui coûter très cher, ou bien avec les usuriers et autres. Donc, il faut d'abord que tu commences par faire de l'épargne ta première dépense à partir de ton chiffre d'affaires. De telle sorte que, comme tu es entrepreneur, que tu puisses toujours continuer à chercher d'autres endroits qui te permettent d'aller créer une autre structure. Parce qu'un entrepreneur, c'est ça. Il est ici, mais ses yeux sont là.
Parce que c'est ton métier. Il faut donc que tu te mettes en tête que c'est ça que je suis ici, mais demain, il faut que je sois là. Et donc, il faut que je crée d'autres structures, et que je capte toutes sortes d'opportunités dans ce domaine-là. Si ça marche là, ça pourrait marcher ailleurs. Mais il faut que tu sois en mesure de pouvoir identifier les opportunités qui passent. Et ceci, ça se fait avec de l'argent. Et M. Maurice, en tant qu'expert, vous côtoyez des entrepreneurs. Vous pensez que les entrepreneurs ivoiriens sont suffisamment formés? Oh, il y a suffisamment, c'est peut-être trop dit, mais il y a toujours la place à la formation parce qu'un entrepreneur, il y a tellement d'informations qui viennent de partout. Tu ne peux pas te contenter d'une formation d'un jour ou bien d'une année et puis te contenter de ça. Il faut absolument que tu sois toujours en mesure de lire, de participer à des séminaires, de participer à des sessions de formation, de telle sorte que tu sois toujours outillé, que rien, aucune opportunité en tout cas ne te dépasse. Mais comment emmener quelqu'un qui n'est pas allé à l'école, comme M. Nguessan, M. Kwasi Nguessan ici, à s'intéresser à la formation? Il faut les sensibiliser. Il faut leur faire découvrir l'intérêt de la formation. En tout cas, nous, on en fait dans notre cabinet. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui viennent. Et ceux qui sont bien formés, on leur trouve même du financement. Ça dépend des secteurs. Alors, M. Kwasi, vous avez combien de personnes qui travaillent sous votre coupe? Combien de personnes travaillent pour vous? 3 filles qui travaillent chez moi, plus ma part, fait 4. 4. Et donc, vous êtes 5 personnes dans l'entreprise. Avec vous, ça fait 5 personnes. Oui, ça fait Chacun 5. a un salaire, chacune des personnes a un salaire, tout ça? Oui. Ça se passe comment au niveau de... Est-ce que les gens sont protégés? Est-ce qu'ils sont déclarés? Ou bien c'est encore dans l'informel? Non, ils ne sont pas encore déclarés. Et votre projet, c'est de faire en sorte que tout ça se fasse dans... C'est un restaurant, bon, j'ai créé moi-même, bon, c'est comme... On se débrouille là un peu. Oui, mais ce qu'on vous dit là, ce qu'il dit, c'est très important parce que ce n'est plus maintenant la débrouille. Hein. Vous faites vivre des gens. Ouais. Grâce à vous, des gens. Donc, il faut que ce soit plus organisé. Est-ce que ça vous intéresse, par exemple, d'avoir une formation comme ça, même si vous n'êtes pas allé trop loin dans les études? Est-ce que vous pensez que ça peut vous aider? Bon, au fait, avant de déclarer quelqu'un, il faut avoir les moyens, je pense. Bien. Donc, vous pensez que vous n'avez pas suffisamment de moyens? Je veux dire que quand on crée une entreprise, on est prêt à assumer une responsabilité, à la fois économique et sociale. Il y a des gens, vos frères et sœurs qui travaillent avec vous, à cause de vous, ils vont se marier. À cause de vous, ils vont louer leur maison. S'ils n'ont pas la pérennité du revenu de façon régulière, alors il y a un problème. Donc c'est pour ça qu'il faut s'organiser. Il faut donc faire tout pour éviter la faillite. Parce que aussi vite ça vient, aussi vite ça disparaît. Hein. Vous savez, quand on crée ce genre d'entreprise, il est difficile. C'est comme si on monte une maison à étage. On transpire. Mais une fois qu'on arrive là, on pense qu'on est arrivé. Or, ce qui nous a permis d'être là-bas, c'est avec l'hygiène économique, l'hygiène spirituelle même. Mais une fois qu'on arrive, la plupart des Ivoiriens pensent qu'ils sont arrivés. Et là, c'est là que le mal commence. Alors, quand tu es là-bas, au 22e étage, que tu laisses tomber la philosophie qui t'a conduit là, l'hygiène économique qui t'a conduit là, si tu tombes tellement fort que tu sors même, j'ai failli dire, par Vénierville, hein, tellement le choc est violent. Donc, il faut que vous sachiez très bien qu'il y a une responsabilité à assumer et que donc vous devez vous former, vous devez vous entourer de tous les soutiens, vous devez suivre patiemment et régulièrement tout ce que vous faites. Il faut être présent si vous voulez vraiment arriver à un résultat positif. Oui, on a parlé des piliers là. Il y a l'argent, c'est vrai, c'est bien d'avoir l'argent pour entreprendre. Il y a la volonté aussi. La volonté. C'est pas évident parce qu'il faut le vouloir. Et puis il y a la philosophie. Comment je fais mon restaurant? Comment je fais les dames que je mets là? Comment elles doivent aborder les clients? Et puis il y a le suivi. Et j'aimerais qu'on revienne là-dessus parce que c'est souvent ce qui fait défaut. Oui. Vous avez dit les jeunes Ivoiriens, quand ils entreprennent qu'il y a un soupçon hein, de succès, on ne les voit plus. On ne les voit plus. Alors, et ça, c'est un peu le modèle des fonctionnaires. Hein. Tu as eu un peu d'argent un jour, tu prends un petit cousin à qui tu confies ton restaurant et il ne te voit plus. Et il pense que si tu ne vois plus, 1 mois, 2 mois, il dit mais tonton, il a beaucoup d'argent, ça c'est pas pour lui, c'est pour moi. Il n'a pas besoin de ça. Donc, comme on ne le voit plus, même ça marche très bien, mais le petit, il prend et puis il bouffe, excusez-moi le terme. Donc, il est important que tous ceux qui veulent créer quelque chose, la nature, la taille de l'entreprise, il faut que vous soyez là. Il faut suivre, même concevoir des outils pratiques. Même si vous êtes là-bas de votre ordinateur, vous pouvez facilement contrôler les va-et-vient, les fluctuations. Mais lui, dans son cas précis, qui n'est pas allé trop loin à l'école, il n'a pas à l'ordinateur, tout ça, comment lui fait pour rester dans son milieu? Il faut qu'il soit là. Il faut qu'il soit là régulièrement, au moins une fois par jour. Quand tu n'es pas là, il faut que tu sois peut-être en train d'assister. Voilà. Mais le secret, c'est d'être là. Et puis, de prendre un jeune qui puisse au moins noter tout ce qui rentre, tout ce qui sort.
Généralement, c'est là où, M. Koué, que les problèmes commencent. Parce que quand on prend un jeune aussi, bon, M. Kwasi peut me dire, des fois, on met tellement la confiance en lui, on veut se reposer un peu après. Ce sont ces personnes-là aussi qui nous... Oui, mais s'il est seul, s'il n'est pas là et il n'y a juste que le petit qui est là. Et sa femme, puisqu'il travaille avec sa femme. Oui, s'il a un bon niveau, il est bon qu'elle soit formée. Formée à la tâche pour qu'elle soit plus efficace et qu'elle puisse se remplacer valablement. Au fait, c'est quoi? C'est ma femme qui gère. C'est-à-dire, elle gère, c'est-à-dire l'argent, tout. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Bon, moi, au niveau de l'argent, c'est ma femme qui gérait. Bon, et qui gérait ou bien qui gère? Il gère. Maintenant, quand il y a dépenses à faire, et puis je lui dis, elle fait sortir l'argent et puis il fait les dépenses. Vous entendez bien avec elle? Oui. Elle gère bien votre femme? Elle gère bien. Il n'y a pas de soucis du foyer qui sont transposés dans l'entreprise, hein? Non. Question, elle fait le bilan régulièrement et une fois par année? Bien sûr. Elle fait le bilan combien de fois dans l'année? Souvent, bon, c'est ça il dit là. Souvent, ça marche. Souvent aussi, ça ne marche pas bien. Quand ça marche, ce qu'elle a pu garder, elle me montre. C'est pas ça. Est-ce qu'elle fait le bilan? La question, est-ce qu'elle fait le bilan? Est-ce que vous dites par jour, voilà ce qu'on a eu voilà par jour, par mois, voilà ce qu'on a eu ce mois-là. Oui. Bon, ça n'a pas trop marché. Oui. Voilà ce qu'on a eu le mois passé par rapport à ce qu'on a eu ce mois-là. Il faut qu'on travaille encore. Est-ce que vous avez ce genre de discussion? Oui, elle fait ça. Elle fait. Comment vous arrivez à gagner? Parce que vous, votre particularité, c'est la viande de cabri. Oui. Vous avez commencé avec les soupes de cabri. Oui. Vous payez combien de cabri? Vous tuez, on va dire, vous vendez combien de cabri par jour? Bon, souvent, il peut vendre cabri, un cabri entier. C'est notre domaine. Un cabri entier, soit par 1,5. 1,5 par jour? Chaque jour que Dieu fait, il tue 2 cabris. Quand même. Chaque jour, vous tuez 2 cabris. C'est Nessie qui a commencé avec tuer les cabris. Nessie a commencé à tuer les cabris sur ce plateau. Et quand vous tuez 2 cabris comme ça, par jour, ça vous donne au moins combien environ voilà. Bon, souvent, ça dépend. Souvent, il peut payer les 2 cabris à 120 000, soit 130 000. Souvent, même, ça monte jusqu'à 150 000. Mais quand il découpe, bon, il peut avoir au moins 200 000, 200 et quelques mille. Et vous vendez toutes les parties du cabri? Oui, on vend tout. Toutes les parties. Qu'est-ce qui est prisé? Tout. À croire que les Ivoiriens apprécient beaucoup la viande de cabri. Votre clientèle augmente ou ça baisse? Pardon? Vos clients, ils viennent, non? Oui, ils viennent. Ça augmente ou bien ça baisse? Ça augmente. Quels sont les moments où ça augmente? Pendant les fêtes, avant les fêtes, après les fêtes, pendant la saison des pluies, quand il fait chaud, dites-nous. La fin du mois, au fait, ça marche. D'accord. Mais vous dites que tous les jours, vous tuez au moins 2 cabris. Oui. 1,5, 2 cabris. Oui. Mais vous ne gagnez pas toujours les mêmes montants. Qu'est-ce qui fait cela? C'est par rapport au coût élevé du cabri. Bon, les jours ouvrables, bon, les gens ne sont pas beaucoup. Mais dans les week-ends, au moins là, ça donne bien. Monsieur Koué aimerait? Je voulais juste ajouter une chose, c'est que tout à l'heure, il dit que la clientèle augmente graduellement. Vous êtes dans un secteur à Bobo où les gens aiment bien manger le bouton, ce n'est pas le porc. Oui. Donc, il y a un potentiel énorme. Si vous vous contentez de ce que vous avez et que vous n'avez pas de plan pour développer votre activité, il y a plein de gens qui vont venir se constituer en concurrent vis-à-vis de vous. Et vous allez voir votre chiffre d'affaires baisser. C'est pour ça qu'il faut être vigilant. Quand je dis qu'un entrepreneur, il ne se crée pas sa boutique et puis il soit là. Il crée la boutique, dès que ça marche, il s'organise, il épargne et tout de suite, il commence à regarder ailleurs. De balayer la route aux autres. Par exemple, est-ce que vous proposez vos services pour les fêtes, les réceptions, les baptêmes, les anniversaires? Parce que c'est bien beau de vendre sur place, mais on peut se déplacer aussi. Est-ce que vous pensez à ça? Bon, pour le moment, non. Donc vous avez une idée là. Oui. Madame nous regarde. Madame, pensez à ça aussi également, parce que ce serait bien d'envoyer la soupe de cabri à domicile. Pourquoi pas? D'accord? Il y a également ça, non, Monsieur Maurice, la prévision. Oui. L'anticipation. Il faut anticiper. C'est pour ça qu'il faut être très prévoyant. C'est pour ça que ce qu'on gagne, il faut toujours savoir le canaliser quelque part, le cacher quelque part, pour prévoir l'imprévisible, pour essayer de capter tout ce qui passe comme opportunité. Parce que quand on est dans les affaires, ce n'est pas une affaire d'un jour, c'est une affaire de tous les jours, c'est ton métier. Il faut donc que tu te prépares. Et la meilleure préparation, ça passe toujours par le souci des prévisions, surtout épargne. Il faut épargner. Je le dis, je le répète, il faut faire de l'épargne ta première dépense, quel que soit ce que tu gagnes. C'est le secret. Ça te donne les moyens, ça te donne même le pouvoir d'aller négocier avec n'importe quel bailleur de fonds. Parce que tu as l'argent, il va te donner.
aide-toi, le ciel te donnera. Si tu n'as pas réussi à avoir ça, ton cabri peut marcher aujourd'hui, mais demain, il n'est pas évident que quelqu'un te fasse un clin d'œil pour te permettre de développer davantage ton activité. Oh, il faut, tu as l'obligation. Alors, M. Kwasi, vous êtes parti de... Vous n'étiez pas content de votre situation. Vous avez décidé de partir et depuis 11 ans, ça dure, vous vous en sortez plus ou moins. Quel conseil? Vous êtes bien placé pour parler à ceux qui nous regardent, les jeunes, qui sont dans un emploi qui les étouffe, qui n'ont pas assez de revenus, tout ça. Ils sont brimés par peut-être leur employeur. Quel conseil vous leur donnez? Ils n'ont pas peut-être la chance que vous avez eue. Quel conseil vous leur donnez au niveau patience, au niveau effort, au niveau volonté? Bon, ce que le conseil est donné à mes amis, bon, il ne faut pas ils vont dire que bon, je n'ai pas de diplôme, donc j'attends ça pour... Il faut créer toi-même, il faut créer. Quand tu crées, tu fais du bon, ça donne. C'est ce que moi j'ai fait. Je n'ai pas été à l'école, mais j'ai créé. Éventuellement, ça va chez moi. Je conseille à mes amis aussi de faire ça aussi. Monsieur Koué, il dit que ça va chez lui. Hein? Ça va chez lui. Et d'ailleurs, il revient souvent dessus. Il dit, je n'ai pas pu aller à l'école. Ce n'est pas un handicap. Le diplôme n'est qu'un atout. Hein. On a vu plusieurs opérateurs de haut, de renom, comme Zinka, comme Yakuba Stila et autres, qui sont devenus des milliardaires sans savoir dire. Le diplôme n'est qu'un atout. Donc, vous pouvez être votre propre patron, même si vous ne savez pas lire. Et vous pouvez gagner plus d'argent que les fonctionnaires, que les salariés. Donc, il est important que vous le sachiez très bien. Donc, ne vous complexez pas pour rien. Vous valez plus que celui qui a un doctorat qui lui, ne travaille pas. Donc, ça, c'est vraiment important. Donc, débarrassez-vous de vos complexes et puis essayez de vous engager, de vous organiser pour que vraiment vous puissiez réussir et nourrir convenablement votre famille. Et M. Koué, pour réussir aussi, il faut bien choisir son secteur d'activité. Absolument. Lui, il a choisi la restauration, mais la viande de cabri. Oui. Parce qu'il y a plusieurs restaurants qui ont choisi leur domaine particulier. La viande de cabri qui est très prisée. Il y a même un festival. Un festival de viande de cabri très très bientôt à Abidjan. Comme quoi, il faut choisir, faut bien choisir son secteur. Mais sur la base un peu de son savoir-faire. Ce que M. Kwasi ne nous a pas dit, on ne sait pas s'il a été déjà restaurateur, ça il ne sait pas. Mais ce qui est important, c'est qu'il semble maîtriser son secteur d'activité. En tout cas, il faut partir de quelque part et c'est ça aussi qui nous permet de réussir plus facilement. Moi, je suis charmé par cette maîtrise informelle-là qu'il a. Il n'est pas allé dans des grandes écoles de commerce, mais on sent qu'il y a quand même une méthodologie. Et ça, je pense que l'État également doit approcher ce genre de personnes, ces jeunes qui n'ont pas de grands diplômes, mais qui font beaucoup. J'ai l'impression que dans nos pays en voie de développement, notamment en Côte d'Ivoire, l'État les délaisse un peu, non? Oui, c'est vrai. Mais il y a un ministère qui s'en occupe, il y a le ministère des PME qui est là, l'artisanat aussi. C'est pour ça, tout à l'heure, j'ai parlé de 250 corps de métiers. Il y a des initiatives qui commencent par se manifester quelque peu. Et je pense qu'avec l'appui des consultants, on peut facilement faire des formations pour que ces gens soient mis à niveau. Le problème, c'est là. Donc, je pense qu'il y a un programme qu'il faut faire. Il faut peut-être que l'État fasse un clin d'œil à ces gens-là qui, ma foi, nourrissent quand même 40% de la population. C'est pas rien. C'est pas rien du tout. Hein. Donc, je pense qu'il mérite vraiment de suivre un peu l'itinéraire. C'est pour ça que quand on m'a proposé ce thème-là, il est important parce que il y en a qui viennent sans méthode. Mais il y a un début, il y a une fin. Quand on réussit, il faut associer ses enfants, sa femme. La preuve, c'est que vous avez quand même réussi à associer votre femme qui gère. Bon. Et maintenant, vous continuez, vous sélectionnez une philosophie pour ne pas que les parents, avec les présenteurs socioculturels, viennent prendre tout ce que vous... Parce qu'on dit souvent, il n'y a que ceux qui sont riches qui créent des entreprises. Donc chacun passe par là pour essayer de prendre sa part. Mais il faut résister. Il faut résister parce que si vous voulez avoir un résultat positif, il faut absolument résister. Et puis s'organiser pour être un véritable philosophe économique. Et puis entendez-vous avec votre femme, parce qu'apparemment c'est elle qui vous a soutenu depuis. Il faut rester comme ça, hein, pardonnez. Hein. Nous, on va passer vérifier, on ne veut pas entendre qu'il y ait quelque chose, hein, parce que franchement, restez comme ça, parce qu'on ne sait jamais. On se comprend. Merci beaucoup d'être resté avec nous. On a tué le cabri ce matin sur le plateau. On a bien mangé. Merci beaucoup d'être resté en notre compagnie. Nessie, merci. On se retrouve demain. Toujours avec le même plaisir. On se fait une petite soupe de cabri? Avec plaisir. Pendant ce temps, on se retrouve demain. Ciao, ciao. Merci beaucoup.